Rebonsoir, soir d'info, seconde partie qui reçoit, comme l'a si bien dit Sarah Cissé, le président du club Sénégal émergent, également PCA de Sonacos. Il s'appelle Youssou Diallo. Bonsoir, monsieur Diallo. Bonsoir, Binta. Alors, l'ANSD vient de publier des statistiques sur l'état de la pauvreté au Sénégal. On a entendu que 6 millions de Sénégalais sont pauvres. Quelle explication apportez-vous à cette enquête de l'ANSD? Voilà, merci Binta. Je vous remercie ainsi que toute la TFM de l'honneur que vous me faites de venir ici donner au moins quelques éclairages sur cette question de la pauvreté au Sénégal qui préoccupe les gens depuis presque le début de la semaine. Parce que effectivement, comme vous l'avez dit, 6 millions de pauvres. Alors quand j'ai vu le matin, je crois que c'était le lundi, presque 6 à 7 journaux mettre ça à leur une, les unes beaucoup plus effarantes que les autres. Alors j'ai dit, mais écoutez, pour nous-mêmes qui en savons un peu, si nous sommes dans cet état d'esprit, qu'est-ce que ça doit être au niveau du Sénégalais lambda? Alors c'est ainsi que nous nous sommes remis à la pauvreté. Donc nous avons regardé le rapport, nous avons essayé de voir un peu ce qui s'est passé avant, parce que parler de 6 millions de pauvres, déjà, c'est énorme. Bon, mais 6 millions par rapport à 10 millions, ce n'est pas la même chose que 6 millions par rapport à 100 millions. Oui. Mais aussi, il faut prendre des situations de référence. Et les situations de référence, vous savez que l'ANSD, chaque à peu près 7 ans, fait une étude sur la pauvreté. Et je crois que la première a été celle faite entre 2005 et 2011. Et la deuxième, qui vient de paraître, est l'étude qui a été faite en 2011 et 2018. Donc voilà un peu les périodes temporelles. Oui. Maintenant, en termes de pauvreté, en chiffres absolus, quand j'ai regardé le rapport qui a été publié en septembre 2018, relativement à l'état de la pauvreté entre 2005 et 2011, le constat que j'ai fait en termes de progression sur le plan absolu du nombre de pauvres, c'était 620 000. 620 000 qui représentait à peu près une progression de 11% de la pauvreté. De 2011 à 2018, on a vu que la pauvreté a progressé de 200 000 personnes, correspondant à peu près à 3%. Donc l'un dans l'autre, même si la pauvreté en chiffre absolu a progressé, la pauvreté a moins progressé que durant la période entre 2005 et 2011. On peut dire même que le président Macky Sall a divisé l'augmentation absolue de la pauvreté par 3. Parce que quand on passe de 620 000 à 200 000, on a divisé la pauvreté absolue par 3. Ensuite, le chiffre qui est le plus simple, qui est la pauvreté en valeur relative, donc qui amène le taux de pauvreté. Nous constatons qu'en 2011, qui est la période de départ de l'étude, nous avions un taux de pauvreté de 42,3%. En 2018, c'était de 37,05%. Ce qui fait que sur 100 Sénégalais en 2011, nous avions à peu près 42 à 43 Sénégalais pauvres. En 2018, nous avons 37 Sénégalais pauvres sur 100. Donc ça confirme la variation que je viens d'expliquer en valeur absolue. Si c'est présenté comme ça, le Sénégalais lambda va comprendre, en dépit du fait que la pauvreté est importante, parce que même 37% de pauvreté, ça veut dire qu'un Sénégalais sur 3 est pauvre. C'est important. Ce n'est pas banal. Mais entre la période où le président Macky Sall a pris le pouvoir, a été élu, parce que je n'aime pas le terme pris le pouvoir, parce qu'on pense à ce qui se passe un peu à côté. Et la pauvreté, bien qu'ayant progressé en valeur absolue, mais quand même le rythme et la proportion de progression a été divisé par 3. Donc, en termes de sanctions des politiques économiques et sociales,
il y a eu effectivement, et dans les faits, une progression positive de la réduction de la pauvreté au Sénégal. Malheureusement, les titres que nous avons vus... Oui, c'est vrai qu'on a suivi les titres, 6 millions de pauvres au Sénégal de plus. Mais quand ce matin, j'ai parcouru un peu votre texte sur votre page Facebook, quand j'ai vu quelques commentaires, il y a des Sénégalais qui se sont demandé est-ce que ce dialogue-là parle du Sénégal que nous vivons, nous, le Sénégalais qui cherche la queue du diable pour l'attirer dans une précarité quasi absolue, et qui nous dit que la pauvreté a quand même reculé. Vous savez, quand la perception, il y a dans les mêmes formes d'indication de la pauvreté, il y a ce qu'on appelle la pauvreté par la perception. Oui. Donc quand vous avez peut-être un voisinage, vous constatez que ça ne va pas trop au niveau des voisins, et même chez vous, il y a quelques problèmes. Oui. Vous avez tendance à dire peut-être que tout le monde est comme ça. Alors que la réalité du pays, c'est la réalité qui nous est donnée par les agences et les structures comme l'ANSD, qui, je le rappelle, est une structure extrêmement crédible, constituée de très hauts fonctionnaires, des ingénieurs, statisticiens, économistes, recrutés à partir d'un concours très sélectif. Et un constat est général au Sénégal, même au niveau de l'opposition, personne ne remet en cause les chiffres de l'ANSD. Je me suis basé, moi, en tant qu'étant un économiste, sur les chiffres et les rapports et les études faites par l'ANSD pour tirer les conclusions que j'ai tirées. Maintenant, on peut m'insulter, on peut avancer un certain nombre de propos, mais par rapport au raisonnement, aux chiffres et aux rapports sur lesquels je me base, je n'ai pas vu une seule critique qui m'a été faite. Mais par contre, peut-être qu'il ne voit pas, peut-être qu'il fait partie de ceux qui profitent du système actuel, etc. Mais bon, au-delà des chiffres, au-delà des chiffres, quand même, les faits sont là. Le Sénégalais lambda est fatigué. Quand même, qu'est-ce que vous avez fait, votre régime a fait pour quand même pouvoir faire face, sortir le Sénégalais de ce bourbier de la pauvreté? D'ailleurs, ça, le président Macky Sall l'avait tellement compris que dans son programme, le programme Yoonu Yokkute, il disait que pour sortir le Sénégal de sa situation actuelle, il nous faut d'abord avoir une croissance forte. Ce qui est important parce que sans croissance, il n'y a pas de réduction de la pauvreté. Mais par contre, toute croissance ne signifie pas élimination de la pauvreté. Il faut une croissance inclusive, une croissance bien distribuée dans l'espace par rapport aux différentes catégories sociales pour avoir cela. C'est pourquoi il a parlé de croissance forte et inclusive. Il a parlé d'équité territoriale. Parce que la plupart des gens qui sont au niveau de Facebook et des réseaux sociaux, c'est pour la plupart des urbains. Et le constat qui a été fait dans l'étude, c'est que la pauvreté a plus baissé dans le monde rural qu'au niveau urbain. Oui, sauf qu'on a cité des régions du sud, de l'est du pays, qui regorgent donc d'énormes potentialités, de ressources naturelles, et qu'on nous parle de pauvreté dans ces zones-là, c'est quand même paradoxal. C'est paradoxal, mais la situation d'abord d'enclavement de cette région, la situation de ni guerre ni paix en est une autre chose. La situation des investissements et de la programmation des investissements faits au niveau de ces zones, c'est pourquoi quand le président Macky Sall est venu, la première chose a été de mettre en place le PUDC. Vous avez vu que le PUDC a joué un rôle énorme. Il y a le programme des bourses de sécurité familiale, il y a la couverture maladie universelle, il y a la carte d'égalité des chances, il y a le PUMA, il y a l'électrification rurale, parce que le problème de l'énergie était aussi pour le président Macky Sall la première contrainte à régler. Parce que le problème des délestages, je ne dis même pas les pauvres, mais l'ensemble de l'économie était presque contrainte vers le bas par en fait le problème des délestages. Donc le président Macky Sall a insisté sur le règlement du problème de l'énergie, a insisté sur le problème des infrastructures, parce que nous avions un retard infrastructurel, et au niveau de cette zone sud, il y a eu énormément d'investissements pour désenclaver cette sous-région. La meilleure preuve, c'est le pont entre le Sénégal et la Gambie.
C'était un truc. Ensuite, il y a au niveau de Foundiougne, il y a le port de Dakonga qui crée une continuité territoriale, la boucle du Boudjé et d'autres investissements qui ont été faits dans cette zone sud. La pauvreté a baissé, mais pas suffisamment pour permettre aujourd'hui aux Sénégalais de sentir que... C'est ça le problème. Voilà, pourquoi la pauvreté ne peut pas baisser suffisamment? Nous avons nos ressources. Si nous allons dans le nord, vous voyez toutes les richesses qu'il y a dans le nord, au sud également, à l'est également. Mais qu'est-ce qu'il faut faire de façon concrète pour mettre fin de façon définitive à la situation de précarité, de pauvreté que vivent certaines... Vous savez qu'en économie, on dit que les variables humaines sont des variables à très long terme. Oui. Vous savez, une population, des phénomènes comme la pauvreté ne peuvent pas être réglés dans le court terme. Oui. Senghor a fait sa part parce qu'à l'indépendance... Il faut mettre fin aux inégalités sociales. Les plus riches au Sénégal deviennent plus riches, les plus pauvres deviennent de plus en plus ou toujours plus pauvres. Il y a quelque chose qui cloche qu'il faut endiguer. Non, tu parles à un ancien communiste. Oui. Dans notre jeunesse. Pour nous, il fallait ici et maintenant régler le problème des inégalités sociales. Oui. Mais vous avez vu que même dans tous les pays où les gens avaient eu cette prétention, oui, que ça soit en Union soviétique, aujourd'hui devenu plusieurs pays, dont le pays phare est la Russie, en Chine, aujourd'hui c'est l'économie sociale de marché, etc. Oui. Oui. On s'est rendu compte qu'en fait le phénomène des inégalités, les inégalités à terme, peuvent constituer des blocages au niveau des sociétés. Oui. Mais c'est quoi la solution la solution, oui, c'est la réduction, oui, des inégalités. Parce que je crois qu'il y a un certain nombre... C'est ce qu'on est en train de faire au Sénégal, qui a permis, oui, en l'espace de presque 7 ans, de réduire la progression de la pauvreté en valeur absolue par quasiment aux 2 tiers. Oui. Il y a le tiers restant. Peut-être que les prochains 7 ans, avec le pétrole, le gaz, oui, et le programme de... Parce que le rattrapage infrastructurel, oui, a fait que nous ne sommes pas un pays riche. Oui. La plupart des investissements sont allés vers les infrastructures, sont allés vers le rattrapage sur le plan énergétique, oui, pour régler définitivement le problème de délestage et l'électrification rurale, sont allés vers les filets sociaux qu'il fallait créer pour éviter que la plupart des pauvres ne tombent dans l'extrême pauvreté. Oui. Et je crois que ça a produit des résultats. Maintenant, il faut accélérer la cadence. Maintenant, au niveau des arbitrages budgétaires. Est-ce que ça se fait accélérer la cadence justement dans ce contexte de Covid-19 où toutes les économies sont pratiquement à terre? On a quand même, l'année dernière, on a eu une croissance de 1%. Non, comment accélérer la cadence là où la plupart des pays du monde étaient en déflation, donc avaient une croissance négative, oui, ça veut dire que le Sénégal a fait partie des pays qui sont les mieux sortis de la gestion de la Covid. Et c'est ça qui a été à l'origine du fonds de fonds Force Covid de 1000 milliards et aussi du programme du PAP. Du PAP 2 ajusté et accéléré. Donc, effectivement, la Covid a été un facteur d'accélération et d'amplification en fait de la pauvreté. Et souvenons-nous que l'étude concerne la phase avant la Covid. Oui. Donc, il y a des résultats encore à venir pour les 7 prochaines ou 5 prochaines années avec les impacts de la Covid qui, partout dans le monde, on avait estimé, je crois que c'est Oxfam, au moins que la Covid allait créer, et ça c'était au début, au moins plus de 500 millions de pauvres, oui, dans le monde. Ça commence déjà avec la hausse des généralités des prix, des denrées de base, ce qui veut dire que nous ne sommes pas encore sortis de... Oui, oui, effectivement, parce que bon, avec la Covid, les pays traditionnellement vers lesquels nous importions un certain nombre de produits, non seulement ont décidé de ne plus mettre ces produits en grande quantité sur le marché, parce qu'avec la Covid aujourd'hui, personne ne sait ce qui va se passer, même dans une semaine ou un mois. Oui. Donc par précaution. C'est peut-être aussi que vous n'avez pas fait dans l'anticipation.
que bon, le Covid-19 est venu bien plus tard. J'étais là avant, mais le sens de la priorité aussi a manqué. Non, mais c'est parce que de Macky Sall. Mais c'est parce que le Macky Sall l'a fait. Oui. Imaginez aujourd'hui. Les dépenses de imaginez aujourd'hui qu'on n'avait pas eu l'autosuffisance en riz à plus de 60%, ce qu'il serait dans la consommation en riz. Au début de la Covid, tout le monde pensait que... Mais nous sommes toujours dépendants de l'extérieur. Nous importons toujours du riz. Moins dépendants. Oui. Avant, c'était 20% d'autosuffisance. Aujourd'hui, on est à plus de 60% d'autosuffisance. Oui. Donc, on a réduit les risques. Par rapport à un certain nombre de choses, la Covid, personne dans le monde ne l'avait prévu. Mais des politiques autocentrées, des politiques de résilience avaient été développées. Parce que quand on parlait d'autosuffisance en riz, il y en a qui nous riaient sous cap. Quand on parlait de souveraineté alimentaire, quand on parlait de développer l'industrie nationale, de faire le produire et le consommer sénégalais, tout ça, c'est des prévisions à long terme par rapport à l'autonomie de notre pays. Le consommer sénégalais peut être la voie du salut, peut-être. Mais exactement. Inciter les gens au consommer sénégalais et aider un peu ceux qui sont autour en créant peut-être des industries de transformation et tout. C'est ça qui manque. Les petites industries, il y a beaucoup de richesses, mais on a du mal à l'exploiter. Non, de toute façon, je crois que nous y sommes. Et ce qui a conduit au résultat que nous avons, et les gens, je crois, peut-être par rapport aux chiffres... Mais quels sont ces résultats que nous avons, justement? Ces résultats que nous avons, c'est qu'aujourd'hui, le Sénégal n'a pas connu de rupture ou de pénurie, de problème d'approvisionnement durant la période de la Covid. C'était ce qui était la plus grande crainte. Oui. Parce qu'on pensait au début à un certain moment que est-ce que d'ailleurs nous allons continuer à avoir le riz? Est-ce qu'on va continuer à avoir de l'huile? À quel prix? Est-ce qu'on va continuer à nous... À quel prix? Tout est cher au Sénégal, alors que le pouvoir d'achat du Sénégalais, ce n'est pas trop ça. Tout est cher. Non, mais là, comment est-ce que les Sénégalais le Sénégal est un pays pauvre, oui. Ne l'oublions pas. Oui, mais vous nous avez promis l'émergence quand même. Oui, c'est pourquoi on est en train de faire l'émergence. L'émergence, c'est accroître les richesses et mieux les distribuer au niveau des Sénégalais. Et c'est dans ce programme la distribution des richesses qui pose problème. Pas totalement, parce que si nous avions la création de richesses qui a été faite depuis le déclenchement du plan Sénégal émergent, avec des taux de croissance supérieurs à 6%, nous n'aurions pas suffisamment de richesses pour pouvoir réduire la pauvreté. Si nous n'avions pas mis en place les programmes de bourse de sécurité familiale, si nous n'avions pas mis en place la couverture maladie universelle et d'autres programmes à caractère social, les programmes de désenclavement, les programmes de rattrapage, le règlement du problème de l'électricité, mais le Sénégal serait peut-être au fond du trou. Donc ça veut dire qu'il y a eu des progrès importants. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, en termes de pauvreté sur le plan monétaire, le Sénégal est classé premier au niveau de l'UEMOA. Et l'indice de développement humain aussi du Sénégal, aujourd'hui, est à 0,512. Alors qu'il n'y a pas longtemps, on n'avait pas la moyenne. Donc je crois que tout ça, c'est des progrès. Mais comme je vous ai dit, les variables démographiques, les variables liées à la pauvreté sont des variables sur le plan économique du long terme. C'est-à-dire qui vont de 20 ans à plus. Et ça, je crois qu'on a beau être impatient, vouloir ici et maintenant que ça change, mais il va falloir prendre un peu son mal en patience et surtout travailler plus et mieux, être plus discipliné. Savoir qu'il n'y a pas de secret. Le secret, c'est dans le travail. Il faut produire plus. Il faut faire plus d'efforts. Il faut accepter l'autorité. Il va falloir que vous montrez l'exemple. La pédagogie par l'exemple, par exemple. Je ne crois pas que nous soyons des Sénégalais de travailler et qu'au sommet, vous ne travaillez pas. Déjà que tout le monde est sur le terrain en train de préparer les locales. Non, au mois de janvier, je crois que allez dans les directions, vous n'allez pas trouver les directeurs sur place. Ils sont tous à l'intérieur du Sénégal pour faire de la politique. Non, ça Charité bien ordonnée commence par soi-même, M. Diallo. Binta, ça c'est votre point de vue. Je crois que nous sommes dans nos bureaux. Et le week-end, c'est pour nous. Et durant le week-end, on peut aller quand même faire d'autres activités familiales, politiques, religieuses et autres, sociales et autres. Mais je crois que nous n'avons pas ce problème. Et aujourd'hui, je crois que
la ponctualité, l'esprit du travail bien fait, la rigueur dans le cadre du travail au niveau de l'administration est quelque chose de, je crois, qui est notable. Il n'y a pas de... De toute façon, il n'y a pas de... Il faut travailler quand même pour avoir des résultats. Ça je crois que c'est une adresse à l'ensemble des Sénégalais. Absolument, oui. Voilà, parce que le Sénégalais, des fois, se met derrière son petit doigt et pour dire que les autres ne travaillent pas. Mais pourquoi l'huile continue à coûter cher au Sénégal alors que la Sonacos est là? Qu'est-ce qui se passe? Vous savez que la Sonacos... On ne retrouve plus les dosettes sur le marché. On nous a laissé avec les huiles importées. Vous savez, Binta... Qui ne sont pas de très grande qualité. Vous savez, Binta, quand le président Macky Sall nous nommait à la Sonaor, devenue Sonacos, c'était en mai 2016. C'était une entreprise qui était totalement à l'arrêt au niveau de ces 5 usines. Dakar, Diourbel, Kaolack, Louga, Ziguinchor. C'était une entreprise qui avait collecté à peine 6 000 tonnes d'arachide sur l'année, qui avait laissé une dette de plus de 60 milliards, etc. Donc une usine qui était privatisée. Donc c'est des Sénégalais patriotes qui ont été nommés là-bas, avec le patriotisme des travailleurs, qui sont parvenus aujourd'hui à redresser et à remettre Sonacos debout. Et aujourd'hui, l'huile Niani, l'huile Arador, tout cela, vous le trouvez aujourd'hui sur le marché. Mais pas dans les quantités pour lesquelles on produisait avant. Sonacos a été recapitalisé et restructuré financièrement. Maintenant, nous faisons notre bonhomme de chemin. Entre-temps, il y a le problème de l'exportation des graines avec le phénomène des Chinois, et qui fait que nous avons des problèmes d'approvisionnement. Et aujourd'hui, avec la Covid, on s'est rendu compte qu'il est bon quand même d'avoir une entreprise nationale qui s'appelle Sonacos et qui, en des périodes de crise comme cela, va veiller à ce que... Je vous assure que sur le marché aujourd'hui, les prix les plus bas sont pratiqués par Sonacos. Très bien. Voilà. Donc, et ensuite, nous produisons une huile qui est d'une grande qualité, qui s'appelle, vous m'excuserez pour peut-être vous enverrez au DG la note. Nous avons mis sur place le Niani Plus, qui est une huile d'arachide de qualité. Sauf que les Sénégalais ont besoin de qualité aussi. De 1 litre. Et ensuite, nous avons fait aussi des formats de 5 litres et même des formats de 20 litres. Et aujourd'hui, c'est accessible au niveau de certaines structures de distribution dont je ne ferai pas la publicité. Bon, c'est en tout cas moins que les prix pratiqués par le commun des commerçants sur le marché. Merci beaucoup, M. Youssou Diallo. C'est moi. Je rappelle que vous êtes le président du Club Sénégal Émergent, également PCA de Sonacos. Merci d'avoir suivi. Bien le bonsoir.